Ce soir, on accueille pour la deuxième web rencontre de notre saison SFPS, Johan Pierra. Alors probablement je le prononce pas bien, Johan, parce que je pense que je le prononce à la française, désolé pour ça. Qui va venir donc nous présenter son travail de psychologue du sport dans le cadre de la cellule de psychologie et de préparation mentale de l'Olympique Lyonnais. Donc c'est vrai que cette année, dans les web rencontres, on a fait un choix d'une série en fait des cellules psychologiques du sport et préparation mentale des clubs professionnels de Ligue 1. Tu vas venir partager ta vision de cette cellule, du travail qui est mené sur le terrain et en collaboration avec les staffs. Donc merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, comme chaque fois, on vous fait la même proposition. D'abord, l'intervenant va présenter son travail. Vous pouvez à tout moment poser des questions dans le chat, qui est ouvert à tous. Vous n'avez pas de possibilité de prendre le micro directement, vous pouvez poser toutes les questions au fur et à mesure de la présentation. Et puis après, on prendra un temps sur la deuxième partie de cette web rencontre pour répondre aux questions. Donc, Joanne pourra répondre à vos questions directement. Et puis, tout ça pourra passer par le chat. Un tout petit point aussi sur les attestations de présence, pardon. On vous mettra le lien dans le chat aussi pour que vous puissiez demander vos attestations directement. Joanne, je te laisse la Parfait. parole et puis à Très tout bien. à l'heure. Merci. Bah, déjà, merci pour l'invitation. C'était avec plaisir d'être aujourd'hui ici avec vous. Johan Pira, psychologue du sport. J'ai viens d'Espagne. Donc, j'ai un petit accent un peu différent. C'est ma troisième saison à l'Olympique Lyonnais. Avant, j'étais dans un centre de formation aussi en Espagne, à Villarreal, où il y avait une approche plutôt intégrée sous les terrains. On a été 7-8 psychologues là-bas et voilà, donc j'y suis arrivé ici. Et pour info, c'est une cellule qui a été créée dans l'année 2010. Donc voilà, ça fait déjà à peu près 16 ans que la cellule elle est en fonctionnement. Donc déjà, moi, je suis simplement une personne qui est bien au four du voyage. Remercie à toutes les personnes qui ont créé cette cellule déjà du début jusqu'au présent. Même si les approches, dans un début, ils ont été un peu différents à les approches qu'on a aujourd'hui. Et c'est justement pour la raison pour laquelle je vous présente aussi cette nouvelle cellule. Cellule qui a été un peu orientée dans un aspect plus scientifique à partir des années 2024-2025, notamment avec l'arrivée des Charles, qui nous a amené cet aspect plus scientifique. Et on va voir tout de suite comment nous, on est structuré, comment nous, on fonctionne. Les personnes qui sont déjà dans la cellule, on est 7 personnes dans la cellule de psychologie du sport à l'OL. Et comment nous, on va intégrer ce travail intégré dans un staff technique. Nous, on est sur le terrain, on est affilié ou intégré dans un staff technique. On va parler de tout ça aussi. On va parler des différents modèles qu'on utilise pour travailler, des macro-modèles et après des modèles plus concrets. Et après, dans un aspect plus micro, bah, on va voir quel travail je peux faire avec, par exemple, les staffs U17 dans lesquels j'ai travaillé cette saison. J'étais aussi à disposition de l'équipe réserve, mais dans une approche un petit peu plus différente, plutôt à disposition. Et on va voir surtout ce travail à intégrer, qu'est-ce qu'il fait un psychologue du sport dans un staff technique et dans un club de foot. D'accord? J'ai beaucoup de diapos, je vais essayer d'être très bon. La façon de fonctionner, bah, nous, on est dans un staff technique intégré. On a un sport scientist qui va un peu coordonner la cellule, c'est le rôle de Charles, et il va nous amener cette approche scientifique et actuelle de pouvoir voir la littérature scientifique qu'on a dans la recherche. Et on va toujours adapter tout ce type de procès. Et après, ce travail, il est aligné avec les psychologues du sport ou les PM qui travaillent avec chaque catégorie. Donc, c'est le trio de travail. La cellule est masculine. Moi, je suis attaché à l'équipe U17, à disposition de l'équipe réserve. On a Alessandro, c'est un PM qui est attaché à l'équipe U19, à temps plein. On a Maxime qui est dans la préfo avec 3 équipes, ou 13 ou 14 ou 15. On a Charles qui pilote, qui coordonne un peu la cellule et qui nous amène tous ces aspects scientifiques.
Et cette année, on a Pauline Cherrier, psychologue clinicienne. On va parler de ça aussi parce qu'il y a la cellule, la santé mentale, il a été pas très développé et ça a été notre priorité cette saison. Donc, on va parler des bilans SMR, comment on les a adaptés à différentes catégories et différents protocoles aussi qu'on a mis en place à partir de la saison dernière. L'aspect féminin, on a un psychologue clinicienne, Clément, avec l'équipe pro, et on a Corentin qui s'occupe de tous les centres féminines à l'académie, et Charles qui lui aussi coordonne un peu le travail et les suivis des travail qu'on a mis en place. Ça, c'est le modèle de performance qu'on utilise. Vous voyez la boule plutôt gris. Cette boule, on est en train de la développer cette année, chose qui, jusqu'au présent, elle n'était pas très bien faite. Il y avait à l'époque un psychologue clinicien qui venait un jour par semaine mais qu'on ne trouvait pas suffisant. Et on pense que la santé, la psychologie du sport, il doit être intégré aussi dans la performance. Donc, on ne peut pas la mettre ailleurs. Il doit être intégré aussi avec les travaux que nous, on fait en continu. Après, nous avons cet aspect individuel, l'aspect collectif et l'aspect annexe. Donc, on verra tout à l'heure plus détaillé. En gros, ça, c'est le modèle avec tous les thématiques, tous les travaux que nous, on peut faire. Notre point de départ, nos philosophies, c'est bien structuré dans la pré-saison un travail préventif, notamment pour faire émerger la cohésion, l'identité sociale, l'identité collective. Et à partir de ce type de données et d'accompagnement psychologique individuel, on va avoir des informations à la pré-saison pour travailler déjà tous les aspects qu'on voit aux alentours du blason, avec l'entraîneur, avec l'individuel, avec des parents, avec l'environnement. Donc, il y a tout ça qu'on peut mettre en place. Euh, les protocoles qu'on a mis en fonctionnement, par exemple, dans l'habilité mentale individuelle, la première chose qu'on fait des précédents, c'est les entretiens. On fait un diagnostic. On utilise aussi la médaille d'or, c'est-à-dire, ça nous intéresse aussi les 360, c'est-à-dire la perception que l'athlète il va avoir de lui-même, la perception que le coach il a de lui, la perception que j'ai de l'athlète, et on va voir s'il a des distorsions. S'il y a des distorsions pour avoir cette perception, ça va nous permettre, bah, comme porte d'entrée, travailler avec l'athlète et déjà commencer la saison avec un travail individualisé avec lui et démarrer la saison avec des choses concrètes. C'est un peu un dépistage qu'on met en place de cette saison et ça nous permet, avec tout le travail aussi des collectifs et tous les diagnostics ou tous les bilans psychologiques qu'on peut faire début de saison, faire un accompagnement encore plus ciblé. D'accord? Et après, bah, on a tous les bilans et toutes les choses concrètes. Ça, c'est Charles qui a adapté un peu la médaille d'or pour rapport à cette perception de l'athlète, du coach et du psychologue. Donc, en gros, on a les compétences fondamentales, motivation, confiance, résilience, les compétences d'autorégulation, conscience de soi, régulation du stress, compétences émotionnelles, capacité attentionnelle, et les compétences interpersonnelles, relation entraîneur-entraîné, leadership, communication, santé mentale. Donc, on voit ça. Et après, ça nous fait des résultats comme ça. Donc, à gauche, vous voyez qu'il y a les trois perceptions différentes. Et après, dans le diagramme d'Araignée, bah, on voit déjà où il y a potentiellement des distorsions. Et du coup, ça nous amène à déjà commencer à travailler avec l'athlète ou avoir l'excuse entre guillemets pour ah, bah, tu te vois comme ça dans les leadership, bah, les coachs ou moi, on ne te perçoit pas comme ça. Et ça nous permet un peu bah, de démarrer l'accompagnement. On a mis aussi en place un accompagnement les sportifs blessés. Et jusqu'au présent, il n'y avait pas un protocole mis en place. Donc, du coup, on parle quand il est un blessé, il y a toujours la blessure physique, mais il y a aussi l'impact émotionnel ou la blessure un peu émotionnelle que l'athlète il peut avoir. Donc, on a mis un protocole qui est lié à la cellule médicale. Donc, l'athlète, il est obligé de passer pour nous pour faire un bilan, et une écoute du début. Et forcément, l'athlète, il va voir, imaginons qu'il y a un athlète qui est en train de performer, qui d'un jour au lendemain, bah, il se trouve qu'il est blessé et qu'il doit être 3 mois en arrêt. Bah, forcément, il y a un impact émotionnel de la situation. C'est là où les psychologues ou les PM, ils doivent rentrer dedans et mettre un protocole d'accompagnement psychologique avec l'athlète. Et c'est un peu comme les systèmes de deuil. Donc, il y a toutes des phases, et notamment les plus intéressants, c'est à la fin. C'est-à-dire, est-ce que l'athlète, il va être dans la capacité d'intégrer le groupe? Comment on peut détecter ce type de situation? Est-ce qu'il y a l'anxiété somatique, l'anxiété cognitive? Est-ce qu'il y a l'appréhension? Est-ce qu'il y a la peur?
Et du coup, on utilise cette questionnaire, qui s'appelle CAR, qui va nous dire, entre guillemets, si l'athlète il va être apte ou pas de réintégrer un groupe. À partir de tout ce type de données, on va être coordonné avec différentes cellules, notamment la cellule médicale et la réadlée, pour travailler en concordance avec l'accompagnement psychologique, avec la fixation d'objectifs, avec l'athlète. C'est un outil qu'on a mis cette saison en place et que ça a bien marché. Ici, on a par exemple un visionnage que les yeux de mes yeux il avait fait sous moi dans ce protocole. Donc à droite, vous avez la cellule en train de créer ce protocole. Et avec ces joueurs, bah, on avait mis en place les protocoles d'accompagnement d'un blessé, une blessure de longue durée, de 12 mois. Et donc, du coup, il y a tous les procès du début à la fin dans cet accompagnement et comment on travaille avec ce type de profils qui arrivent souvent dans les sports. On a aussi l'accompagnement des entraîneurs et des staffs. Donc, on a un aspect de psychoéducation début de saison. On a aussi les données. On a l'effet d'être intégré dans un staff technique. On va l'aider aussi dans la prise de décision, dans les climats motivationnels, dans les styles de coaching qu'il peut, ou l'approche pédagogique qu'il peut avoir avec les joueurs, transformationnel, transactionnel, plutôt hybride. Donc, on travaille en consonance avec eux. L'effet d'être intégré dans un staff technique, c'est pas seulement travailler avec l'athlète, c'est aussi travailler les staffs techniques et notamment avec les coachs. Donc, ici, par exemple, on voit différentes situations où, avec les coachs, on a mis des situations en place, on a intégré. C'est des causeries ou la veille des matchs. Ça peut être que la routine, ça peut être des conseils pour la causerie aussi. Donc, différentes choses pour travailler en concordance avec eux. Ce protocole, c'est le protocole, je vais dire, les plus costauds, les plus intéressants qu'on a mis en place cette saison. Nous, en tant que centre de formation, on est obligé d'avoir un bilan psychologique de chaque joueur qu'on a dans l'académie. Jusqu'au présent, c'était le médecin qui pouvait les faire et qui faisait rapidement. Mais à Jaoui, on a, avec notamment l'arrivée de Clément et de Pauline, on a décortiqué un petit peu tous les besoins concrets qu'on peut faire pour notamment adapter ce type de bilan dans la préformation des U13 à U15, dans la formation des U16 à U18 et dans l'équipe pro. Donc, on a commencé à mettre tout ça en place et notamment du début de saison. Cette idée bilan, c'est prioritaire à niveau préventif et à niveau de dépistage pour bien cibler les besoins concrets et pas attendre toujours à la problématique. Et c'est une problématique que je trouve ici en France, beaucoup de fois, c'est qu'on doit réussir quand il y a un problème. Et l'avantage qu'on a dans un cellule de psychologie du sport, c'est qu'on peut faire un travail de prévention, un travail très articulé d'un précédent pour notamment anticiper tout ce type de situation. Donc, par exemple, ici, on avait mis ce type de bilan. Celle-ci, il est plutôt plus très visuel. C'est plutôt un type de jeu parce qu'on pense qu'avec un ou 12 ou 13, on ne peut pas passer un bilan psychologique. Ça va être pas très parlant avec ce type de public pour rapport à un joueur qui est dans la formation. Donc, on a fait ce type de. Pauline, il nous avait fait ce type de design où bah, les joueurs ils doivent choisir les soleils, les nuages pour rapport à les éléments extérieurs, les feuilles, ça peut montrer mes stratégies, comment j'identifie mes émotions, la religion, m'isoler, les branches, c'est me reposer, me poser. Donc, les joueurs, il va décrire avec ce type de jeu, avec les psychologues et son état, et bah ça va nous amener un peu à dépister ou à anticiper ce type d'accompagnement qu'on fera avec lui après. Après, on va voir, on va monitoriser un niveau individuel, on va voir après, mais c'est ce type de joueur est plutôt en santé, en réaction, il est plutôt en noir, blessé ou malade. Et à partir de tous ces types d'étiquettes, entre guillemets, bah, l'accompagnement, ça va être que plutôt des PM, d'un psychologue du sport ou plutôt d'un psychologue clinique. C'est la barrière où moi, je vais dériver avec un psychologue clinique. D'accord? Des fois, c'est pas évident. Donc, ce type de dépistage, ça nous amène un peu à voir où on peut situer l'athlète. Donc, du coup, le fait d'avoir un psychologue clinicien avec nous, c'est bien parce que ce type de profil, bah, on peut les dériver rapidement dans un accompagnement plus clinique. Mais on les verra après. Après, on a un screening hebdomadaire, sémanal, c'est-à-dire l'athlète, il va, par exemple, nous, on le fait mardi, moi, avec la catégorie, après les matchs du week-end,
Donc, ça nous permet aussi, notamment dans l'aspect émotionnel, psychologie du genre, avec la tablette et avec MyCoach, bah, je vais avoir dans mon logiciel comment il est l'athlète en ce moment présent. D'accord? Et ça me permet aussi, bah, dans les quotidiens, faire un accompagnement plus précis avec eux. D'accord? Après, on a les 7 indicateurs de la santé mentale. Donc, à chaque fin de séance, l'athlète, il va répondre dans la tablette à ce type de screening. D'accord? Donc, on a les niveaux d'énergie, l'humeur, l'état des pensées, la capacité de concentration, les habitudes de sommeil, les activités sociales. Donc, ça va être répondu pour l'athlète obligatoirement à chaque fin de séance. Et ça me permet de voir aussi dans mon logiciel, juste après la séance, des joueurs potentiellement à voir. Donc, c'est un travail qu'on a mis aussi en place. Là, c'est ça que je vous disais avant, c'est-à-dire les psychologues, c'est l'unique personne qui peut passer cette idée bilan avec les médecins. Donc, du coup, les PM, ils vont être surveillants de la santé mentale du quotidien. Donc, c'était des bilans, c'est les psychologues qui ont mis en place avec l'académie. Donc voilà, ça c'est le protocole qu'on avait mis tout à l'heure. Je vous parlais de la santé mentale. Ça c'est autre protocole qu'on a mis en place. C'est un protocole de recrutement, c'est-à-dire, imaginons qu'on a un joueur de la région parisienne qui vient à Lyon et qui doit faire une semaine d'essai avec nous. Ben, les psychologues, voilà, ou les PM, il va voir l'athlète. On va faire un entretien initial avec lui pour faire un diagnostic. On va faire une simulation de la socialisation. Et ça qui nous intéresse surtout, c'est pas voir les profils à niveau personnalité ou à niveau individuel de l'athlète, c'est plutôt l'aspect psychosocial, c'est-à-dire comment ce type de profil il va être dans la capacité aussi de s'intégrer à un nouveau contexte. C'est des personnes qui ont entre 13 et 16 ans, 17 ans normalement. Donc ça qui nous intéresse, c'est aussi voir des situations plutôt de socialisation et plutôt d'intégration et voir comment ce type de profil est dans la capacité de réagir. Donc, la première des choses qu'on fait, c'est un entretien très général, un entretien qui peut amener aussi la culturisation, la socialisation. Et après, on a la perception qu'il a de lui-même. D'accord? Donc, on a ce type de questionnaire qu'on passe directement avec lui. Ça ne va pas juger s'il est bon ou pas bon pour nous. D'accord? Mais comme on disait tout à l'heure, ici, j'étais très rapide. euh, on va l'avoir pendant une semaine dans la séance. OK, on a fait l'entretien. Ça qui m'intéresse, c'est voir comment il va se débrouiller pendant la semaine avec nous. Donc, moi, en tant que personne intégrée dans un staff technique, je vais parler avec les coachs. Il m'a trouvé des situations spécifiques avec ce profil pour voir comment il réagit face à une situation ou face aux autres situations. Tout ce type de situation, bah, à la fin, on va être dans une réunion avec les scouting, avec les coachs, les psychologues, et on va mettre en commun toutes les perceptions qu'on a mis en place. Donc, moi, je vais donner un peu mon avis, les coachs vont donner son avis, et tout ça, ça va nous permettre d'être plus précis dans la captation des joueurs à l'académie. Donc, c'est un protocole qu'on avait mis et qu'il a été avant un peu, on était un peu mitigé par rapport au travail qu'on faisait avant et qu'on a réadapté. D'accord? Donc, tout ce type de protocoles, c'est les choses qu'on met en place en termes de stratégie. Là, je vais vous parler plutôt de moi en tant que psychologue intégré dans un staff technique. Qu'est-ce que j'ai fait exactement avec un staff, d'accord? Donc, par exemple, on va décrire la pré-saison. Dans la pré-saison, c'est une chose qu'on commence déjà à travailler dès là pour démarrer les 15 juillet et tous les aspects des staff. Donc, on a les staffs, on a le monitoring, on a les joueurs collectifs et les joueurs individuels. Avec les staffs, ça qui nous intéresse, c'est de passer avec temps avec eux. Donc, on va être 6 semaines dans un pré-saison avec eux. Ça qui nous intéresse, c'est surtout voir aussi l'histoire de comment ces profils, ou les profils de staff, ils sont arrivés à les staffs techniques. Nous intéresser pour les autres, partager des moments plutôt, pas football, sinon aussi des aspects sociaux, faire des activités aussi, des coopérations entre eux, faire des PDMS, comme je vous disais tout à l'heure. Et tout ça va permettre de développer un peu les connaissances des uns avec les autres. Au niveau des monitoring, on a l'aspect individuel qu'on a présenté tout à l'heure. Donc, on a la médaille d'or, on a tous les screenings ou la santé mentale. Tout ça, ça va être mis dans un logiciel qu'on a en interne. Et après, on a les monitoring collectifs, que je pense que c'est le point fort qu'on a à l'OL. C'est-à-dire, on a l'analyse de la dynamique du groupe
Donc, on va aller voir tout à l'heure comment moi j'ai amené cette idée d'atelier avec les groupes. Ça va nous permettre de voir un peu la relation, en fait, le leadership de l'équipe, le teamwork de l'équipe, la relation entraîneur-entraîné. On peut mettre que aussi les réseaux d'amitié, les leadership motivationnel, social, opératoire. Tout ça, ça va être mis sur la quatrième ou cinquième semaine, parce qu'on doit donner du temps aussi pour analyser quelle équipe il fait connaissance entre eux. Et on va présenter ça à la fin à les staff techniques. Les points collectifs ou les thématiques plus intéressantes qu'on va mettre, que je trouve, c'est l'identité sociale, l'identité collective et la fixation d'objectifs, et notamment les rôles de leadership qu'on va mettre aussi avec les leaders qu'on va voir avec la dynamique du groupe et avec l'analyse de la dynamique du groupe. Et au niveau individuel, bah, on a déjà les bilans psychologiques, les entretiens de début de saison, la médaille d'or et l'accompagnement psychologique. Tous ces éléments après la semaine 6 semaine 7 ça va nous amener à beaucoup d'informations déjà de notre équipe ou des deux équipes qu'on peut avoir et commencer à travailler déjà le mois de septembre avec des informations précises. C'est l'avantage aussi de travailler dans un cellule, c'est que en fait, on peut travailler beaucoup en amont, beaucoup dans la prévention, beaucoup dans la structuration de l'aspect psychologique, social et collectif et être plus précis après. Euh, L'aspect collectif, on va se baser aussi pour... alors, on dit souvent qu'on travaille la cohésion, mais ça c'est pas vrai. La cohésion, on doit la faire émerger. La cohésion, ça sort... c'est la conséquence de mettre tous ces protocoles qu'on a mis dans l'accompagnement collectif en place. Donc, avec tous ces petits de travail, l'identité sociale, les fixations d'objectifs, des connaissances entre nous, des partages des moments, des activités hors football, bah, ça va faire que bah, on espère en tout cas que ce type de travail, il va nous amener dans les conséquences d'amener une cohésion dans l'équipe. On peut dire que c'est un état émergent et pas un comportement, la cohésion. C'est pour ça qu'on essaie de mettre tout ça en place pour développer tous ces types de situations. Euh, Modalité pratique. Par exemple, l'atelier que j'avais amené dans cette pré-saison avec les groupes U17 pour développer l'identité collective du groupe. Ça a été surtout construire une identité de l'équipe. On a une équipe qui est, pour information, c'est deux générations, 2009 et 2010. Donc, comment on peut intégrer ces nouveaux groupes, toute l'identité distinctive et collective qu'ils ont à chaque côté. Donc, on a mis euh, les 2010, on les avait mis à gauche et 2009 à droite. Et on avait mis un espèce de panneau pour rapport à quelles sont les routines ou quelle est l'identité collective distinctive que vous avez comme groupe. Donc on a fait deux côtés et après on a fait un mise en commun dans un chart des routines de l'équipe U17. On les affichait sur les vestiaires. Et du coup, cette identité, par exemple, les premiers jours, c'est les cercles. Et on fait un cercle, on arrive ensemble, on fait les anniversaires à la fin du mois, on met en place un travail de CDI à la fin du mois, on donne trois ballons. Voilà, on met beaucoup de routines et c'est les joueurs qui ont choisi à mettre tout ça en place. Et du coup, on a travaillé cette identité dès le début de saison. La fixation d'objectifs, c'est la thématique typique qu'on fait dans la pré-saison. Par contre, cette saison, on n'a pas mené les typiques qu'est-ce que vous attendez à la fin de saison, quel c'est l'objectif à long terme, à moyen terme, à court terme. On a mis des situations plutôt spécifiques. Euh, Comme on disait, c'est une équipe qui est mélangée, qu'il y a deux générations, il y a beaucoup de joueurs et qu'il va avoir beaucoup de compétences. Et en plus, il va y avoir des descentes de l'équipe U19 à l'équipe U17. Donc, ce type de situation qu'on va voir pendant l'année, on les a anticipées en tant que groupe, d'accord? On va dire que pour la fixation d'objectifs, ce type de situation, quel type de situation, ça peut nous empêcher à réussir dans notre objectif. Donc, par exemple, on avait mis l'instabilité des effectifs, résultats dans des dossiers ou frustrations internes. Donc, on a mis tout ça en place, on a fait les sous-groupes et après, on a développé toutes les thématiques qu'ils ont mises en place et pour rapport à les situations qu'on a vaincues cette saison, bah, on a vu que franchement, ça marchait. C'est-à-dire, vous êtes des leaders, d'accord, ou vous, en tant que groupe, face à une situation adverse, ok, on veut réussir à avoir un résultat, mais par contre, si on a des difficultés, on va réagir comment? Au ces joueur qui, par exemple, il fait un bon semaine, c'est un latéral, par exemple, et qu'il a un descente de 19 à son poste, et qu'il pense qu'il est en frustration parce qu'il mérite de jouer, bah, moi ou nous, en tant que groupe, on va réagir comment face à ce type de situation? Comment on va réguler tous ces types de circonstances avec les groupes?
Voilà. Donc, ça, c'est un atelier aussi qu'on avait fait pour avoir les matchs qu'on avait. Les capitaines, alors, ça a été la cérémonie de la capitana. Euh, donc, on a pris comme exemple notre capitaine de l'équipe première à Corentin. Donc, avec les coachs, on a développé les types de leaders qu'on voulait dans l'équipe. Il a passé une journée avec nous, donc on a partagé cette type d'expérience aussi pour renforcer ce type des profils qu'on attend dans l'équipe. Et du coup, dans la dynamique du groupe, dans l'analyse qu'on fait à la fin de saison et qu'on refait les mois janvier et à la fin de saison, on fait 3 temps, les sociogrammes. Ben, en fait, on a fait répondre les joueurs, mais surtout, on les a fait participer. On les a fait participer à interpréter qu'est-ce que c'est un sociogramme. Et du coup, par exemple, le leadership opératoire, motivationnel ou social, c'est les types de leadership qu'on a mis en place. Ben, on a fait un atelier avec eux pour avoir les réponses qu'ils ont données, pour avoir la perception qu'ils ont de qui est le leader dans l'équipe. On a élevé les boules qui sont un peu externes pour pas créer des situations un peu, voilà, des boules qui sont isolées ou un peu écartées du groupe ou qui ne sont pas intégrées à ces moments-là. On les a pas mis. On a mis surtout les boules centrales, les types de leaders. Donc, on a mis du sens à cette type d'évaluation qu'on fait avec eux, d'accord? Et à partir de cette donnée qu'ils ont choisies, c'est-à-dire c'est eux qui ont choisi les leaders du groupe, on a fait une cérémonie et on a nominé les capitaines. Les capitaines, on a bien annoncé que ça peut bouger. C'est pas des capitaines fixes, ça peut bouger pendant la saison. Ça va être aussi dans la responsabilité de eux. Et si, par exemple, c'est un travail spécifique à droite qu'on fait un intégré avec les leaders. Donc, on a fait une cérémonie, on a mis les 4 leaders de l'équipe et on a passé à la suite. Ça, c'est un jeu qu'on a fait avec les leaders récemment pour les playoffs. Donc, on a pris les leaders, on a fait un jeu de cartes, on a donné des rôles spécifiques et après, on a fait des affiches pour rapport à les attentes ou les besoins qu'ils voulaient mettre en place pour rapport les matchs déterminants à la fin de saison. On a fait aussi une dynamique avec les parents en début de saison, chose qui n'était pas faite jusqu'au présent, ou pas très bien faite. Euh, pour nous, les parents, l'enfant et l'entraîneur, c'est un triangle il doit être coordonné. Si un des 3 piliers n'est pas coordonné, bah, ça n'a pas marché. Dans l'atelier qu'on avait mis avec eux, ça a été. Bon, j'ai accueilli les parents pendant la pré-saison en journée. On a passé une journée avec eux. On a présenté tous les staffs, on a vu en séance, on a présenté aussi l'académie et l'atelier. Après, ben, on a fait 2 sous-groupes. Il y avait différentes thématiques à choisir. Donc, chaque sous-groupe, il a choisi 3, 4 thématiques. Ça peut être la santé mentale, ça peut être en tant que parent, comment moi j'accompagne un sportif de haut niveau, à mon fils sportif de haut niveau. Moi, comme parent, j'ai fait quoi? La nutrition ou la régulation du stress ou la gestion de la blessure en tant que parent, j'ai pu faire quoi? Donc voilà, on a choisi 3, 4 thématiques et ben, en fait, pendant l'année, on va se voir 3, 4 fois. Là, chaque fois, il y a une thématique d'ici, par exemple, imaginons qu'il est en septembre, ben, les mois de décembre, on va travailler sur la santé mentale en tant que parent. Donc, on a créé un groupe WhatsApp. Les mois de décembre, on s'est vu, on a travaillé et le but, c'est de mettre en continu pendant la saison avec eux. D'accord? Autre atelier qu'on a fait pendant la pré-saison avec l'équipe U17, c'est Lyon Express. C'est une chose qui a été fait déjà du coup avant. Et du coup, c'est comme un cours d'orientation dans la ville. Le but, c'est de vivre d'espérance ensemble, de découvrir la vie, de mettre aussi la culture avec les blasons et avec l'équipe et l'OL, construire une identité pour rapport à nous et pour rapport à Lyon, donner du goût, des challenges collectifs. Donc, du coup, on avait mis importance à faire des sous-groupes. Avec chaque sous-groupe, il y avait une personne du staff. Chaque personne du staff, il a été débriefé pour, pour les accompagner et avec un grille d'observation, observer déjà dans les sous-groupes qu'il était le leader, qu'il a été plus intégré, qu'il a été plus à l'écart, qu'il a été plus engagé. Donc, on a mis un peu de sens à cette activité, chose que normalement on doit mettre dans les activités pré-saison, mettre du sens, et notamment dans la psychologie du sport. Et, euh, et c'est une activité qu'on fait tous les années, du coup, avec l'équipe U17. Questionnaire. Alors, nous, on travaille beaucoup dans l'aspect digital pour agiliser aussi les données. Donc, avec Google Forms, hein, il n'y a pas de mystère.
on crée les différents types de questionnaires qu'on veut passer avec les groupes. Donc, on répond avec les téléphones et après, on a toutes les données rapidement. Donc, ça, c'est un peu mon espace où il y a, par exemple, les entretiens de début de saison, la dynamique du groupe, la médaille d'or, les screenings. J'ai pas dit avant, mais dans ce type d'analyse qu'on fait avec les groupes, à niveau de sociogramme et des monitoring, bah, ça a été le groupe qui a choisi les thématiques. Et donc, du coup, dans l'analyse de la dynamique du groupe, la relation entraînant-entraîné ou des choses comme ça a été eux qui ont choisi. Donc, ils ont un test où il y a des thématiques à choisir. Donc, c'est les joueurs qui vont choisir les choses qu'on veut analyser. D'accord? Et on met 200 encore une fois à ça qu'on met en place. Ça, c'est dans l'aspect plutôt intégré. Donc, à gauche, chaque fin de mois, on fait les anniversaires, on fait les CDI. Les CDI, c'est les 3 joueurs qui ont été exemplaires et que le staff il a considéré qu'ils ont les personnes à suivre 7 mois. Donc, on fait une cérémonie avec 3 ballons, on fait les anniversaires et on crée un peu ce climat entre nous. Euh, En haut au centre, c'est des routines pré-match. Dans l'activation, avant de la causerie, on prend toujours 10-15 minutes et on fait des jeux plutôt collectifs. Donc, on fait par exemple, ici, il y a un cercle et tous, on est attaché des lamas et les trois aussi. Donc, on essaye de petit à petit activer cette idée de concentration avant la causerie et petit à petit, voilà, arriver au début match avec une activation plutôt optimale. Un va à gauche, ça a été avec les médias, donc on a fait parler à différents joueurs pour aussi qu'est-ce que c'est parler devant une caméra et développer cette idée d'activité. Euh, des causeries différentes avec les coachs, toujours pédagogiques et aussi différents. Des routines, des activités des pré-saisons, aussi des activités avec les staffs, visite du musée, visite des stades aussi pour donner cet aspect culturel, euh, des tournois de play souvent aussi avec les staffs, avec les joueurs, toujours avec les deux logos de l'OL pour pas créer de conflits, encore des routines et ça c'est l'association qu'on a mis en place cette année. Les buts, c'est de partager aussi, de sortir un peu de la boule de foot et de la boule des représentants et des gens qui sont alentour des joueurs et donner cette sensibilisation aussi des atmosphères un peu différentes et travailler l'empathie, l'écoute active. Donc, on se voit une fois par mois. Chaque binôme, il a une personne de l'association avec qui il a travaillé pendant 6 mois. Et ça a été très, très gratifiant pour nous et pour eux. Et à gauche, en haut, c'est les travails des fans. Ça a été la visite qu'ils ont fait pour notre match de finale des fins de saison et un travail qu'ils ont fait spécifique avec eux. Ça, c'est notre histoire. C'est un tableau de victoire qu'on a mis sous les vestiaires. Donc, à chaque fin de match, on met un peu l'histoire du week-end. Moi, je voyage avec eux et ça me permet aussi d'avoir un accompagnement plus ciblé, plus réel. Et voilà, j'ai fait un peu le tour. Je ne sais pas, à niveau timing, comment on est. 18h30, je pense qu'on est bon. Et c'est le tour des questions. Et voilà, je ne sais pas si c'était clair. Merci beaucoup pour la présentation. Ce que je vous propose, donc n'hésitez pas pour ceux qui n'ont pas encore posé des questions à les ajouter l'espace questions-réponses ou dans le chat comme vous préférez. Déjà, Joanne, je vais te partager certaines questions qui ont été posées. Alors, Ok, plusieurs fois par certaines personnes, mais je vais te retracer les différentes questions qui sont un peu dans l'ordre de ta présentation. ok, Euh, Comment, au sein de la cellule, vous différenciez un préparateur mental des psychologues et sur quels critères? ok. Et peut-être tu peux Alors, nous faire part de ton expérience espagnole aussi oui. sur une approche différente. Oui, alors c'est vrai que moi, quand je suis arrivé ici en France, ben, en fait, c'est drôle, les préparateurs mentaux, je ne les connaissais pas. En Espagne, c'est un métier qui est réglementé. Donc, du coup, c'est des psychologues. Ben, moi, par exemple, j'ai fait un parcours de 5 ans de psychologie. Et après, tu te spécialises dans la psychologie du sport. Donc, tu fais 2 ans de spécialisation après.
Du coup, les psychologues de sport, il est différencié des psychologues cliniciens. Nous, on ne va pas toucher forcément des pathologies, on va dériver à les psychologues cliniciens. Donc, quand je suis arrivé ici et je voyais que les PM, il a été plutôt orienté à la perf et pas à la santé mentale, bah, je dirais que c'est surtout la différence par rapport à moi et un PM. C'est que moi, je peux m'occuper de tout ça que le PM il fait, mais aussi de l'aspect santé mentale et, en tant que psychologue. Donc, c'est la différence qu'on peut avoir entre les deux. J'étais un peu, comme je disais, un peu surpris des approches et de l'outillage constant pour faire performer rapidement. Et moi, j'étais pas du tout formé dans cette approche. Et donc voilà, ça a été un peu la restructuration de la cellule, il a été un peu orienté dans ce sens aussi, c'est-à-dire pas pour avoir un athlète qui a un problème de concentration, c'est qu'on doit travailler avec lui un outil et ça va permettre que la concentration elle va être réglée. Peut-être que la concentration, c'est en conséquence d'un problème qui vient de loin, donc on va s'occuper plutôt de cette problématique ou de cette situation dans l'arrière. On prend plus de temps, voilà. Et par contre, chaque athlète, il va avoir d'apprentissage, entre guillemets. Donc, on ne peut pas garantir cette rapidité d'outillage que j'avais mal à comprendre. Voilà. Ok. Et si on revient sur la question, est-ce qu'il y a des critères particuliers sur le recrutement auquel enfin, sur lesquels vous basez vos recrutements, si tu peux partager? Alors, pour l'instant, dans la cellule, on est trois psychologues et on est trois PM et les sport scientists. Moi, je pense que c'est intéressant quand même avoir cette mélange dans la cellule des différents parcours. Moi, j'ai trouvé intéressant d'avoir un psychologue de sport, un PM, un psychologue clinique, un sport scientist, et pas avoir tout le monde dans la même approche. C'est enrichissant et ça nous permet aussi de mettre en place des choses plus ciblées. Donc, moi, si je dois dire un critère, ça sert à ça, c'est-à-dire avoir un mix des profils dans la cellule. Euh, bon, voilà, c'est plutôt ça. Ok, merci. Donc j'ai une autre question. Je te la retranscris comme ça. Lors du recrutement, est-ce que les entretiens sont utilisés pour sélectionner, choisir les joueurs? Et si oui, est-ce que ces situations viennent questionner l'éthique du PM ou du psychologue? Dans les recrutements, on parle des joueurs qui viennent à l'essai, c'est ça? Oui, oui. Non, non, il n'y a pas de critères concrets, plutôt au contraire. Moi, je suis partant de que un joueur, il peut être, par exemple, très introverti et pas forcément ce type de profil, ça ne nous intéresse pas. C'est pas ça que nous, on va prioriser. C'est plutôt comme ce type de profil, il va être dans la capacité déjà d'intégrer les centres, de développer des aspects psychosociaux aussi, comment il va être dans la capacité aussi de se relationner avec les autres. Euh, Parce qu'en fait, c'était des profils à un niveau personnalité, pour moi, c'est pas forcément un critère. Tu peux avoir un joueur il est très performant, mais qui a assez de profil, et du coup, on va se tromper. Par contre, c'est bien de voir comment il va interagir pour rapport à des situations différentes. C'est ça qu'on va prioriser. Et surtout, comment les joueurs, il se perçoit lui-même. Et ben, en fait, quand je parle de l'aspect intégré dans un séance, c'est aussi voir, OK, tu te vois comme ça, on va essayer de te mettre dans des situations spécifiques, on va te donner un rôle, par exemple, de leadership, pour voir comment tu vas réagir. Et à partir de ça, ben, on va voir un peu quel type de situation il est plus adapté à toi, ou comment tu es en vrai. Tout Ok. ça, bah, ça nous amène un peu à la fin, un peu à pas choisir un profil, sinon donner un avis plus concret de la personne qui est en face de nous, et après la perception que nous, on peut avoir pour rapport à ce type de profil. Voilà. Oui, oui, donc si je résume, ça participe pas du processus de sélection, c'est plus de l'aide à Mm. la décision ou, C'est ça. euh, on va dire, un diagnostic qui serait posé pour un travail une fois le Oui, joueur intégré. en fait, c'est pas un bilan psychologique Hmm. clinique, c'est Oui, plutôt un aspect, OK, quel type de profil on a en face de nous, comment il va se développer dans l'aspect psychosocial, comment il est dans un des groupes, comment il va réagir face à ce type de situation. OK. Plus ça, plus ses capacités de jouer au foot, plus les contextes aussi familial et aussi l'aspect académique. Et cette intégralité des profils, bah, c'est ça en fait qui, on va dire, d'accord, bah, on a un profil dans tous ces aspects. Est-ce que ça nous intéresse? Ça ne nous intéresse pas? Voilà, donc nous, on donne cet aspect d'avis, mais dans tous les cas, c'est pas nous qui décident s'il va être
avec nous ou pas. Nous, on donne cet aspect mental, mais c'est tout. Ok. Est-ce que vous avez des process pour évaluer l'impact ou les résultats du travail de la cellule sur la formation des joueurs et les objectifs de l'académie? Alors, nous, on a un bilan en fin de saison où on va déjà un peu mettre en place, où on va mettre entre cellules, dans la cellule et entre nous, qu'est-ce qu'on a mis en place, qu'est-ce que ça a marché, qu'est-ce que ça n'a pas marché. C'est pour ça que tous les années, on essaie de développer deux, trois protocoles. Les protocoles d'accompagnement d'un blessé, c'est sûr qu'on peut des fois ajouter des choses ou pas, ou dans l'accompagnement de recrutement aussi. Donc, le but, c'est de, OK, qu'est-ce que ça a marché, qu'est-ce que ça n'a pas marché, le fait d'être intégré dans un staff, notre approche aussi, qu'il a été l'approprier. Parce que moi, je pense que, par exemple, nous, on est intégré dans un staff technique, mais je ne suis pas partant d'être tout le temps sur le terrain. Ben, en fait, il y a un article qui est sorti, ça fait pas longtemps, qu'il parlait Inside Outside, de cette rôle de psychologue, et j'ai trouvé très intéressant, et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, pour moi, les psychologues de sport, ils doivent être sur le terrain, mais aussi hors terrain. C'est-à-dire, ils doivent trouver l'équilibre. Mais pas être tout le temps dans une salle où on va recevoir l'athlète, je pense que ça marche pas. Par contre, c'est intéressant de, OK, bah, on a 6 séances pendant la semaine, bah, deux, trois, je vais sous le terrain, je vais voir un peu qu'est-ce qui se passe. Les autres jours, je peux être avec la salle de soins avec les blessés. Autre moment, je peux développer un atelier et profiter pour aller voir les scolarités et voir un peu comment ils sont dans l'école en ce moment. Ben, en fait, c'est un rôle un peu hybride que je dois jouer dans un centre de formation. On doit être pas extrémiste, pas tout le temps sur le terrain ou pas tout le temps dans l'aspect individuel, mais trouver toujours l'équilibre et surtout l'art et l'empathie de travailler avec ce type de profil, avec les staffs, avec l'athlète. Et c'est cette syntonie, en fait, cette approche qui va créer aussi les liens de confiance et l'ouverture de l'athlète. C'est ma perception. Ben, en fait, cette approche, c'est l'approche qu'on avait à Villarreal. À Villarreal, par exemple, on était huit psychologues du sport. Chaque psychologue, il a été intégré dans un staff technique. C'est un club pionnier. Là, c'est Bilbao qui l'a pris un peu relais ou qui est à l'auteur en Espagne. Mais on a cette approche de dire, OK, nous, on est dans la responsabilité, on est affilié à une équipe ou deux équipes. Par contre, notre travail, il doit être aussi parlant. Il doit être voilà, intégré, mais d'une façon logique et optimale. Oui. Et optimiser toutes ces petites situations. Voilà. Ok, merci pour la précision. Autre question, il y en a pas mal qui arrivent, donc je Ouais. passe. Peut-être ici c'est une réponse plus courte. C'est vrai qu'on a vu toute la partie monitoring, donc il y a beaucoup de questionnaires, beaucoup de data que vous recueillez. Est-ce qu'il y a, enfin voilà, l'estimation du nombre de personnes qui sont dédiées en fait à l'interprétation Ouais. euh, des data en fait. La data, oui. Alors, on a une cellule de recherche avec Ellie et Charles. Charles, c'est plutôt orienté à la recherche de psychologie du sport. Donc, par exemple, tous les types d'outils qu'on met en place, par exemple, les monitoring, ou la dynamique du groupe, c'est lui qui va traiter toutes les données. Et c'est pour ça qu'avoir dans la cellule une personne qui va s'occuper de ça, ça agilise beaucoup les choses et c'est très, très, très important pour nous, à l'heure d'être plus précis avec eux, avec les joueurs notamment. Bah, c'est ça qui va récolter un peu toutes les informations et qui va nous donner les données précises pour présenter au staff. Donc, ça agilise beaucoup les choses à niveau timing, c'est-à-dire, aujourd'hui, on passe des monitoring. Dans 3 jours, je peux avoir les résultats et présenter Ok. au staff. Oui, oui, donc c'est fluide. Donc, du coup, ce process-là permet aussi, j'imagine, d'avoir un impact concret, c'est-à-dire une bonne Ouais. utilisation de la data. Ok. C'est ça. Il y avait aussi une question intéressante sur la question des espaces de supervision qui sont Oui. mis en œuvre pour le staff, en tout cas sur la cellule PsyPM. Est-ce que, Mm. voilà, est-ce que vous mettez ce travail de supervision Oui, en place et oui, oui, comment ben, en c'est fait, fait? nous, on a mis dans les protocoles que nous on a mis dans la cellule, on a des supervisions, on a des psychologues qui peuvent superviser les travaux que nous, on peut faire. Et c'est toujours intéressant d'avoir cette supervision aux perceptions du travail qu'on met en place. C'est vrai qu'on est trois psychologues et quand même on peut être un peu, voilà, on travaille en syntonie. Mais pour nous, c'est très intéressant d'avoir, et je pense que c'est même obligatoire, il me semble en France, d'avoir, je ne sais pas si c'est obligatoire, mais cette Pour les psychologues. supervision, ouais, Mm. un psychologue qui supervise le travail.
on a trois psychologues externes à Ok, disposition ok. qu'on peut les consulter pour superviser le travail qu'on met en place. Et je pense que c'est très important de mettre ça en place pour Oui, tous oui, et les puis structures. surtout l'intérêt d'avoir des personnes extérieures, parce que Mm. vous avez effectivement un fonctionnement de staff. Il y avait une question qui, sans toi, laisse d'y répondre ou pas, parce que voilà, il y avait cet aspect-là sur le type de contrat qui t'a été proposé et sur Ouais. quelle durée s'étend la période de travail sur une saison. Oui. Alors, dans la cellule, on est sept. Moi, c'est l'unique personne de la cellule qui a un contrat en CDI. Voilà, donc je suis à temps plein. Après, on a Charles qui a un contrat chiffre au niveau des doctorats. Après, on a contrat d'alternance, contrat stagiaire et aussi externe. Par exemple, Clément, c'est un psychologue qui travaille avec l'équipe pro, mais qui n'est pas salarié du club. Donc, du coup, oui, on est 6 ou 7, mais voilà, la réalité, c'est que pas tous, on est à temps plein ou avec un contrat qu'on aime bien. Par contre, oui, Alessandro, par exemple, il y a un contrat CDD. Voilà, c'est un peu divers. Bon, voilà, malheureusement. Ok. J'avais une autre question aussi un peu sur, en gros, les créneaux d'intervention collective. Donc, c'était, voilà, est-ce qu'il y a des créneaux qui sont fixes? Peut-être que tu Très l'as peut-être dit. intéressant. Moi, en fait, je fonctionne mardi et jeudi, les après-midi. On fait des séances individuelles. Il y a cet aspect aussi psychologique. Donc, du coup, moi, les après-midi du mardi à jeudi, ça peut être que, par exemple, de 16h à 20h, moi, j'ai tous les entretiens individuels. Et les ateliers collectifs, moi, je les fais souvent les mercredis. Les mercredis parce que, il y a beaucoup de temps, de fois. Donc, du coup, les après-midi aussi avec eux. Et donc, du coup, c'est les mercredis qu'on fait cette idée dynamique avec les groupes. Après, attention, c'est très important aussi, notamment dans la formation, pas très chargé au niveau d'ateliers, les groupes, parce que dans l'ensemble des formations, c'est quand même exigeant. Donc, il faut faire aussi attention à quel type d'atelier on veut amener. Et autre chose, c'est que moi, par exemple, je ne fonctionne pas avec un atelier fixe. C'est-à-dire, moi, je vais travailler cet atelier, on va la mettre en place. Non, je vais travailler surtout sur les besoins que les groupes ils peuvent avoir pour travailler. Je ne vais pas travailler un atelier de communication ou de leadership si je n'ai pas besoin de travailler ça dans les groupes. Donc, l'effet d'être aussi intégré dans un staff technique, ça me permet aussi de voir très bien quels sont les besoins concrets du groupe et travailler des choses spécifiques. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec les groupes de leaders, par exemple, parce que c'est à partir d'eux qu'une structure un peu tout le groupe. Donc, du coup, avec eux, oui, j'ai travaillé des choses plus spécifiques. Voilà. Mais sinon, voilà, il faut. Peut-être pour compléter, parce que je pense que c'est un petit peu dans la même veine aussi, sur la Oui. question. Alors peut-être que tu en as fait part, mais quelqu'un voudrait une précision sur aussi l'activation collective dans le cadre de l'échauffement. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place dans les Oui. vestiaires, sur le terrain? Ben, en Euh, fait, oui, ça c'est notre identité collective ou distinctive du groupe, c'est-à-dire on a mis en place ce type de routines. Moi, je les amène plutôt dans l'activation parce que c'est plutôt un espace détente, du jeu, des jeux collectifs. Ça va varier tout le temps avant les matchs. Donc, on met ça en place parce que moi, je pense que, ben, en fait, l'activation, la concentration, il doit être exponentielle pour rapport les débuts de match. On sait bien démarrer pour quelque chose plutôt de détente, des joies, des partages entre nous pour travailler cette identité, ou ce partage entre nous. Après, on va rentrer directement avec la causerie du coach. Donc, il faut switcher et déjà mettre un focus attentionnel plutôt à l'écoute et à qu'est-ce que le coach il attend de nous pour avoir les matchs. Et déjà, on rentre dans les vestiaires, on va sortir sur le terrain. Et pour moi, il y a une syntonie ou il y a quand même un fil conducteur de cette activation. Moi, je suis tout le temps avec eux. Moi, je pense qu'il faut non plus sortir au terrain super activé. C'est pour ça qu'on met ça en place pour réguler un peu ce type d'activation avec les groupes. Notamment, le régulateur principal, ça va être que les leaders qui vont donner des consignes et qui ont des rôles spécifiques pour avoir les matchs. J'ai travaillé avec eux ça. Et ben, en fait, c'est eux les porteurs des mois, pour avoir les attentes que je peux avoir pour le groupe. Et donc, du coup, moi, jusqu'à quel match ça démarre pas, je suis avec eux. Même dans les préparateurs physiques, je suis tout le temps avec eux pour coordonner tout ça. Et après, on démarre les matchs. C'est une routine qu'on a mis en place et que ça peut marcher ou pas, mais en tout cas, c'est positif pour les groupes et ils ont bien aimé.
Ok, merci. Maintenant, je vais passer plus sur des questions, hein. Alors, je vais les regrouper, donc ne vous inquiétez pas si elles sont pas exactement formulées comme vous les avez posées, mais elles reviennent plusieurs fois. Sur les questions de l'adhésion, en fait, des jeunes joueurs au travail qui est proposé, des coachs. Voilà, déjà, est-ce qu'il y a de l'adhésion? Est-ce que vous mesurez enfin, cette adhésion? Si oui, Adhésion, comment c'est-à-dire, c'est l'adhérence. Enfin, le fait qu'ils s'engagent dans le travail qui est proposé, est-ce qu'il pourrait y avoir des résistances? pour rapport les coachs ou pour rapport les joueurs? Les deux. La question porte sur les deux. Mon travail avec eux? Ouais. Ok. Ou le travail de Alors, la cellule plus alors, globalement, tu peux répondre il faut être à... très réaliste. Nous, on n'arrive pas comme ça. La cellule, il y a une évolution quand même. On avait parlé que ça démarre en 2010, donc forcément, les clubs, il y a une culture de travailler avec l'aspect mental. Je pense qu'on est quand même un club pionnier ou référent en France. Euh, et du coup, avec l'équipe que j'ai travaillé, en fait, ils ont déjà travaillé pendant 2 3 ans l'aspect psychologique, l'aspect mental. Cette année, dans la restructuration, je n'ai pas parlé, mais l'aspect plutôt des U13 à U15 dans la préformation, c'est plutôt des ateliers collectifs, des psychoéducations dans l'aspect psychologique. Donc, on va développer tous ces types de domaines, on va dire entre guillemets. Il y a un suivi aussi individuel, mais en fait, ça va permettre que l'équipe que moi, j'ai pu recevoir dans la formation, il y a une acculturisation aussi déjà de travailler avec un PM ou avec un psychologue. Les staffs aussi. Nous, par exemple, on va savoir la composition des staffs rapidement. Bah, déjà, je suis intégré avec eux pour restructurer la pré-saison. Et tout le travail qu'on met dans la pré-saison, bah, en fait, c'est très parlant pour eux. Et du coup, il y a une familiarisation, il y a une approche qui est très positive. Et après, le fait d'être tout le temps avec les joueurs et avoir cet aspect intégral, c'est-à-dire contexte football, contexte école et contexte famille, ben en fait, pour nous, les joueurs, pour nous, pour les joueurs, c'est très parlant. Il y a un lien de confiance, on est très proche, on n'est pas des personnes qui sont externes, qui sont un peu qui vous êtes. Je ne suis pas fou, non, il n'y a pas vraiment un intérêt qu'il ait été travaillé en amont. Et c'est très intéressant. Après, attention, hein, moi je suis affilié dans un staff. Par contre, je peux avoir des joueurs avec qui j'ai pas de feeling. C'est pour ça que dans la cellule, il y a l'option aussi de suivre des joueurs. C'est pour ça qu'on est affilié, entre guillemets. On n'est pas intégré, on est plutôt affilié. Parce qu'il y a des autres psychologues ou PM, bah, en fait, avec ces joueurs qu'il avait travaillé l'année dernière, bah, il y a un feeling ou il y a une approche qu'il avait déjà créée avant. Bah, c'est lui qui peut les suivre, il n'y a pas de souci. Donc on a travaillé ça aussi. Ça m'évoque une question, mais qui est pas forcément, qui vient pas forcément des participants, mais pour compléter, est-ce que certains pourraient arriver avec leur propre préparateur mental extérieur? Oui, bah en fait, il y a des joueurs qui ont ses représentants, son PM, et c'est très bien. Moi, je demande simplement une chose. S'il y a une personne ou un athlète qui travaille avec un PM externe, pour moi, c'est très bien. Mais par contre, cette PM ou cette personne, je pense qu'elle doit se mettre en contact avec nous pour travailler en concordance et mettre les choses en place. C'est-à-dire, tout travailler ça avec lui, parfait. Moi, je dois travailler ça, on va travailler avec concordance. Des fois, on se trouve que les PM, bah, voilà, on ne sait pas qu'elle travaille avec un PM, par exemple, et on trouve dommage. Mais c'est ma perception. Mais moi, je suis pour, c'est très bien. Mais par contre, c'est bien d'avoir, voilà, qu'est-ce que vous faites? Moi, je me mets dans sa place. Imaginons, je suis un préparateur physique. J'ai travaillé aussi en externe avec un athlète du centre de formation. La première chose ou les premiers réflexes que je vais avoir, c'est, écoute, préparateur physique de l'équipe U17, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Ok, vous avez fait ça? Ok, bah, je vais mettre ça en place avec lui. On est coordonné. C'est cohérent. Bah, l'aspect psychologique, pour moi, ça doit être aussi pareil. Et nous, en tant que psychologue, on a un code déontologique, donc on peut partager des informations. Je ne peux pas partager les informations avec les coachs. Ça, c'est une chose qu'on pourra parler aussi si vous voulez. Mais voilà, je pense aussi que c'est positif. Autre question différente, quel lien faites-vous avec l'équipe professionnelle, notamment quand certains joueurs vont faire la navette entre le centre de formation et Oui, l'équipe professionnelle? c'est une bonne question. Moi, je suis lié, affilié à l'équipe Pro 2, d'accord? Avec l'équipe professionnelle, on n'a pas un psychologue ou PM qui travaille directement avec eux. Il y avait deux personnes qui ont collaboré euh, de façon externe, mais on n'a pas beaucoup d'informations. Dans les clubs, il avait sollicité de travailler des aspects avec eux. Mais nous, on a essayé de les solliciter pour travailler aussi en cohérence ou en concordance pour rapport à des joueurs qui ont passé pour l'académie, parce qu'il y avait pas mal cette saison. Mais
on n'a jamais eu des réponses par rapport à ça. Mais à Jean-Oui, on n'a pas des psychologues qui travaillent avec l'équipe Rémi. Donc, on va voir si dans les années à venir, quand les centres de formation il va être avec l'équipe pro, parce qu'à Jean-Oui, on n'est pas dans les mêmes endroits, on peut aussi faire cette navette que vous disiez et créer les liens. Voilà. Ok. Et on va prendre une dernière question parce que l'heure tourne et on s'était engagé sur 1 heure. Comment planifiez-vous le programme de la saison et comment vous organisez-vous entre entretien individuel, entraînement, terrain, intervention collective, enfin, en gros toutes les actions que tu as présentées peut-être un peu de manière, voilà, il y avait beaucoup Oui, d'informations. Comment ça beaucoup s'est d'informations. pensé? Oui, alors, il y a beaucoup d'informations. Désolé, je voulais beaucoup partager. Du coup, ça commence maintenant. C'est-à-dire, déjà, nous, on a un espèce de programme à niveau staff, à niveau collectif, à niveau individuel et à niveau collectif, individuel et staff et équipe. Euh, du coup, cette logistique, on doit la mettre en place avec les staffs techniques, avec les coachs. Dans la pré-saison, il y a beaucoup de choses. Il y a la nutrition, il y a les préparateurs physiques, il y a les médecins, il y a les psychologues, il y a les matchs amicaux. Donc, c'est pour ça que l'intéressant, c'est d'avoir déjà en amont les staffs techniques pour démarrer à partir du 15 juillet la planification psychologique. Donc, comme ça, le travail qu'on a fait par exemple cette saison, moi je suis parti en vacances et moi je savais déjà que je voulais travailler l'identité sociale, l'identité collective, ou la même fixation d'objectifs. Je voulais analyser la dynamique du groupe à la troisième, quatrième semaine. Donc, on a fixé un peu toutes les choses avec les staffs, avec un calendrier collectif ensemble, avec les PA, avec les médecins, tout ça. Et du coup, bah, c'est comme une entreprise, il faut se coordonner et mettre en logistique et des dates précises pour être coordonné. Dernière petite question, il nous reste 3 minutes, alors je me permets. Non, Euh, mais il y avait une question aussi sur les staffs. C'est vrai qu'on a là, plutôt parlé des joueurs. Comment ça se passe pour les staffs? Enfin, voilà, quel type enfin, de travail vous engagez particulièrement avec eux? Euh, si ouais. tu peux Alors réagir. déjà, par exemple, imaginons que moi, j'ai travaillé l'année prochaine avec un coach que j'ai jamais travaillé. Donc, du coup, je dois la culturiser un petit peu au travail que j'ai pu faire avec lui. Donc, moi, si je suis affilié ou intégré dans les staffs techniques, moi, je vais voir avec lui quel type de besoins il peut avoir. Les choses qu'on travaille notamment avec les staffs, notamment avec les coachs, ça va être quel type de pédagogie ou de climat motivationnel on veut mettre en place, quel type de profil tu es à niveau coaching, quel type de coaching tu utilises. Est-ce que plutôt tu es transformationnel, transactionnel, plutôt hybride? Donc on va voir avec les coachs, on va observer ce type de besoins. On va être aussi à disposition des besoins que le coach il veut travailler. Parce que nous, on a un menu, mais les coachs, ils peuvent avoir aussi des besoins spécifiques. Donc, nous, on est là pour les accompagner aussi, développer ça. Nous, on est dans des staffs qui sont très nombreuses. Cette saison, on était, oui, dans un staff technique. Donc, les rôles du coach, il a changé à Jaoui. Notamment, c'est plutôt manager un staff de 8 personnes. Comment on peut travailler aussi avec les coachs pour être dans la capacité de déléguer, donner des rôles spécifiques. C'est pour ça qu'on fait ce type de dynamique début de saison aussi avec eux. Quel type de rôle vous avez dans les staffs, comment vous allez à donner cette responsabilité ou l'autre à ce type de personnes, qu'est-ce que vous attendez, et dans les approches, quel type d'approche tu veux mettre en place, et à partir de ça, on va réguler avec lui, simplement. Donc, on est en train de psycho-éduquer un peu les coachs et les staffs techniques et aussi les familiariser aussi dans notre rôle en tant que psychologue ou PM avec eux. Je t'entends pas. Pardon, j'ai oublié d'ouvrir mon micro. Je dis, je propose qu'on s'arrête là vu qu'on arrive à l'heure. Merci beaucoup, Joanne, pour le partage sans filtre de tout le travail que vous menez collectivement et puis que tu portes aussi. C'est vraiment, enfin, ça montre aussi tout l'intérêt de pouvoir partager et de, voilà, d'améliorer collectivement nos pratiques aussi en psychologie du sport. Pour ceux, et j'imagine que certains sont frustrés parce que j'ai pas eu l'opportunité de poser toutes les questions, Joanne sera présent au congrès de la SFPS à Orléans la semaine prochaine. Si jamais vous voulez, voilà, pouvoir rééchanger, d'ailleurs avec une partie de ton staff, hein, je crois. Euh, Oui.
Donc voilà, si certains d'entre vous sont présents au congrès international à Orléans la semaine prochaine, ça serait une opportunité supplémentaire, ou sinon ça sera peut-être dans d'autres occasions. Merci à tous pour votre participation à cette web rencontre et surtout un grand merci à Joanne. Voilà, bonne Merci à soirée à vous. tous.